Bonjour à tous et bonjour à toi, cher agiliste. Merci pour ta présence. Donc maintenant, on va parler, comme vous pouvez le lire, on va parler de résilience, puisque c'est la thématique de cette année, et d'agilité. Alors un immense merci à tous les sponsors qui font de cet événement un bel événement. Sans eux, on ne serait peut-être pas forcément là, ici. Et puis, bienvenue. Bienvenue à toi, habitant de la planète Terre. Bienvenue à toi qui profite de sa générosité, de sa beauté et de son climat tempéré. En contrepartie, tu as, nous avons tous un contrat moral à l'égard de notre hôte, un contrat moral de respect, de protection, de préservation, de non-dégradation, pour nous tous, ici et maintenant, et aussi pour les générations futures. Un petit peu à l'image du Boy Scout, pour ceux qui font de l'XP, de l'extreme programming, l'idée c'est de laisser l'état des lieux presque aussi propre que quand on est arrivé, que le jour où on l'a trouvé en arrivant. Et parce que demain, c'est maintenant, je partage mon contrat moral, mon bail, avec deux enfants. Petite, mes parents, ils me disaient Alice, travaille bien à l'école et tu verras, tu auras un bon métier pour ton avenir. Je vous avoue que mes enfants, quand je les regarde au fond des yeux, je me sens pas trop à ma place de leur dire travaille bien, tu auras un bon métier, un bon avenir, parce que je ne sais pas. Je ne sais pas quel sera leur avenir. En tant que maman, je me pose beaucoup de questions. Et puis, j'essaye un petit peu de leur préparer un bel avenir, comme on me l'a promis à moi quand j'étais jeune. Dans mon histoire personnelle aussi, je suis petite fille de résistant. Ça veut dire que mon grand-père a fait le maquis et il a lutté, il a résisté. Donc je pense qu'il y a un petit peu de ce sang-là qui coule dans mes veines. Un sang de non-résignation, d'envie, de non-fatalité. Et puis, pour qu'un jour aussi, ils puissent me demander, et toi ? Tu savais, t'as fait quoi? Vous savez, les jeunes, ils sont assez punchy et ils y vont franchement. Donc, pour essayer d'avoir un petit peu des réponses à leur proposer. Comme toi, agiliste, je suis aussi un colibri avec plein de dissonances, parce que c'est compliqué de travailler moins, de gagner moins, de voyager moins, de consommer moins, surtout à l'approche des fêtes de Noël qui arrivent à grands pas. Tout ça pour vivre mieux et plus longtemps. Donc au niveau perso, j'ai construit un petit peu cette session autour de ce que je sais faire, l'agilité, la formation avec une casquette scrum.org, donc ça va essayer d'être orienté en ce sens-là, et puis une approche coaching systémique. Figure-toi, cher agiliste, que le hasard a fait qu'en préparant cette session, j'ai découvert que la démarche d'adaptation de la France au changement climatique par le ministère de l'Environnement date des années 90. Alors 90, c'est aussi une date qui nous parle en tant qu'agiliste. C'est les années autour desquelles Scrum a été présenté au grand public par Ken Schwaber. Alors je me suis dit, tiens, moi j'y vois. Imagine que ces deux approches aient vu le jour ensemble et aient décidé de collaborer pour pallier un petit peu les enjeux de notre temps. Ça pourrait être cool, non? T'en penses quoi? Ouais, ça pourrait être sympa. C'est ce que je me suis dit aussi. Oups, j'ai perdu mon visuel. C'est bon. Donc au cours de ce cheminement, je te propose un petit peu de réfléchir à comment l'agilité, avec une bonne contribution Scrum, parce que c'est ce que je sais faire, peut contribuer à des organisations qui soient plus résilientes. Donc en toute transparence, on va essayer d'observer les faits tels qu'ils sont. On va se faire confiance. On va se faire confiance parce qu'on sait qu'on a le pouvoir d'agir. Et puis on sait qu'il y a des solutions qui existent. Donc dans un premier temps, on va essayer d'inspecter un peu les données scientifiques qui sont proposées par le GIEC. On va essayer de se projeter dans le futur. On va, j'imagine, tenter de collaborer collectivement vers un objectif commun qui serait celui d'avoir des organisations plus résilientes. Et puis, on va essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pourrait s'adapter ensemble, parce que transparence, inspection, adaptation, c'est des trucs qu'on connaît et qu'on sait faire. Donc, le premier concept, c'est la résilience. Qu'est-ce que c'est?
Donc la résilience, c'est la capacité à surmonter des chocs traumatiques. Depuis plusieurs années, on observe une résurgence des catastrophes naturelles et des changements environnementaux qui nous ont fait prendre conscience de notre vulnérabilité, la vulnérabilité des sociétés et des individus face à ces changements climatiques. Donc cette résilience nous invite d'une part à prendre conscience de cette vulnérabilité et d'autre part à y faire face, parce que ces crises, ces catastrophes naturelles, ces catastrophes sanitaires, ces transitions économiques sont inéluctables. Donc à partir de là, l'intention est d'essayer de tirer des leçons pour essayer d'y répondre à terme et de mieux s'adapter à ces chocs et à ces pressions lentes. Donc il y a un fait qui est proposé par le GIEC, c'est que l'activité humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent. Autrement dit, depuis l'ère glaciaire jusqu'à nos jours, on a connu à peu près plus 5 degrés de variation. Et en l'espace de 200 ans, on va se prendre 2 à 5 degrés par la vue. C'est des chiffres qu'on entend, vous allumez la télé, vous les entendez, sur le coup ça vous fait ni chaud ni froid. Mais 1 degré, concrètement, ça veut dire quoi? Alors imagine, un petit matin, tu te lèves, et puis tu te sens un peu fiévreux. Tu prends ta température et tu as 39-40 degrés de fièvre. Bon, tu dis, ok, j'ai déjà connu ça, je vais prendre un petit Doliprane, je vais me longer sous la couette, une petite tisane, je me fais confiance, j'ai un système de défense immunitaire, et dans une poignée de jours, ça ira mieux. Ok, maintenant, imagine un petit matin, tu te lèves, tu te sens vraiment pas bien, et là, tu as 42, 43, 44 degrés de fièvre. Et là, tu sais que tu ne peux plus faire confiance à ton système de défense immunitaire parce que tu as besoin d'aide et tu as besoin d'une intervention médicale externe pour t'aider à ça. Et ces degrés, c'est plus 1, c'est plus 1,5, c'est plus 2 degrés. C'est un petit peu cette aide, cette alerte que la planète nous lance parce qu'elle est dans un état où elle est malade. Ça ne va pas. Donc tout ça demande justement une intervention et demande une transformation qui est profonde et qui est, soyons honnêtes, coûteuse, qui va nécessiter un pognon de dingue, si je peux dire, pour nous adapter à ces nouvelles transitions et à ces nouveaux modes de vie. Donc, oups, je vais trop vite. Juste avant, ouais. Merci. Donc, pour s'adapter, on a 2 stratégies. Donc, la première, c'est soit on fait de l'atténuation et de la mitigation. Ça consiste à agir de manière technique sur les causes. Par exemple, on veut décider de stabiliser ou de maintenir à plus 1,5 degré les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça, c'est une atténuation. Et la deuxième stratégie, c'est une stratégie d'adaptation. Donc les stratégies d'adaptation, elles sont plus ou moins brutales et elles sont plus ou moins profondes. Ça consiste à agir sur les effets et les impacts de ces changements climatiques avec soit des successions de petits ajustements et des réponses ponctuelles, ou soit une transformation profonde et structurelle. Donc dans ce cas, la résilience, c'est cette capacité que l'on a à anticiper, à s'adapter et à se transformer pour réduire notre vulnérabilité. Donc la résilience s'inscrit un petit peu dans le principe de systémie et de normativité. La résilience, aujourd'hui, c'est une espèce de concept incantatoire. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde qui en parle, c'est une espèce de pouvoir magique, mais qui est difficile à opérationnaliser et qui pose différentes questions. À savoir, qui dit ce qui est le meilleur, qui dit l'état vers lequel on tend, et qu'est-ce que représente la norme. Toujours en termes de systémie, c'est un concept qui s'applique donc à l'ensemble des systèmes, et ça veut dire que la résilience des composants du système n'implique pas forcément la résilience du système dans son ensemble. Rachel en a parlé ce matin quand tu disais on danse avec le système. La résilience d'une société, au même titre, n'implique pas forcément la résilience des individus qui la composent, et à l'inverse, la résilience des individus ne conduit pas forcément à la résilience de la société dans son ensemble. Donc c'est un enjeu sociétal majeur auquel toi, moi, nous, en tant qu'individus, mais aussi les organisations dans lesquelles on travaille, doivent prendre leur part. Tout ça nous amène à un ensemble de risques. Il y a des risques qui sont connus, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas
exactement, on a des projections, mais on ne sait pas les éléments qui peuvent se déclencher. Donc il y a besoin de les comprendre, de comprendre les risques auxquels les organisations vont faire face. Il y a besoin de les prioriser, il y a besoin de les chiffrer, parce que derrière, il faut y mettre des moyens, des budgets. Il y a besoin de les anticiper pour pouvoir y faire face, pour pouvoir mettre en place une stratégie de résilience et une adaptation face à ces transformations du monde et aussi du climat et les impacts que nous observons sur les ressources. Donc, petit pop quiz. Qui parmi vous a lu le guide Scrum? Juste lever la main. Yeah! Deuxième pop quiz. Qui parmi vous a lu le rapport du GIEC? Alors, il fait 114 pages, il est écrit en anglais, il y a eu plein de synthèses. Vous avez le droit de considérer comme lecteur si vous avez lu des synthèses. Yeah! Quand la version précédente est sortie, j'ai entendu à la radio, je ne me rappelle plus trop parce que ça date un peu, il y a quelqu'un qui disait tout décideur doit prendre des décisions, des actions, tout manager doit un peu prendre sa vie professionnelle en fonction de ce qui est écrit dans ce rapport. Ça m'avait un peu brassé et je me suis mise à poser des questions en disant « Et toi, tu l'as lu ? Et toi, tu l'as lu dans l'équipe ?» Puis en fait, on m'a un peu remis à ma place parce que j'étais encore une fois celle qui posait des questions et qui embête un peu le système de tourner en rond. Donc si on connecte le guide Scrum et le GIEC, c'est ce que j'ai essayé de faire un petit peu en tressant tout ça. En termes de résilience et d'agilité, en fait, on pourrait mettre en place deux axes. Le premier axe, c'est l'axe un petit peu top-down, où on considère que la résilience est portée par tout ce qui est stratégie et vision, donc portée par la direction. Et le deuxième axe pourrait être celui par lequel cette résilience, elle est mise en œuvre, au niveau des équipes produits, au niveau de la Scrum Team, si je prends une approche Scrum. Donc si je me place au niveau de la stratégie et de la vision, dans l'hypothèse où la résilience est portée par la direction, ça peut être pour plusieurs raisons, pour plusieurs motifs. Le premier, c'est que l'organisation a besoin de s'adapter à son environnement qui se dégrade. Je pense par exemple au cas de Vinci, avec des autoroutes qui sont inondées, des arbres qui sont tombés sur la chaussée ou autre, il y a un besoin d'adaptation. Il y a aussi, par exemple, un besoin de valeur et d'identité, donc une image à se donner. Et il y a aussi un fait qui n'est pas négligeable, c'est l'impact sur le business. Vous avez les jeunes qui ne veulent plus bosser chez vous parce que ça craint, ou vous avez les consommateurs qui ne veulent plus acheter vos produits parce que, pareil, vous n'avez pas une bonne image. Donc dans ce cas, on a un outil qui est au service de la résilience et qui va bien, qui s'appelle les OKR. Donc je vous renvoie un an en arrière avec la conf de Anne Gabriag, qui était en keynote ici à Bordeaux. Les OKR, c'est Objectifs Key Results, qui pourraient être au service de la résilience. C'est-à-dire, parmi les OKR, on s'en définit 3, et c'est la stratégie de l'organisation. Ça veut dire qu'on va faire un vrai focus sur les vrais choix d'une vraie résilience. Pourquoi j'insiste? Parce que derrière, il y a des engagements financiers, et puis ça descend auprès des équipes qui mettent en œuvre tout ça. Les OKR mettent la résilience au niveau des OKR, c'est un vrai indice révélateur de résilience. Si ça ne l'est pas, c'est en quelque sorte de la poudre de perlimpinpin qui est diffusée en mode green sur les réseaux, avec pas vraiment d'impact, soyons honnêtes. Donc, et sinon, vous allez me dire, ok, et sinon, moi je suis PO, Scrum Master, développeur dans une organisation qui n'a pas d'OKR accès résilience. Qu'est-ce que je fais? Quelle est ma mission dans cette histoire-là? Parce que j'ai envie de prendre ma part, je suis un petit colibri. Donc c'est un petit peu la question que je me suis posée. Je me suis dit, ok, comment Scrum pourrait aider à promouvoir la résilience? Donc si on se fie aux études, on sait que Scrum donc, est déployé dans beaucoup, déployé c'est peut-être pas le bon mot, mais utilisé dans beaucoup d'équipes tout autour du monde, donc c'est vachement chouette. Et il y a même des stats qui nous disent que c'est dans 87%. Je me dis, génial, on a un super levier, tout au long du monde, banco. Donc j'ai fait une petite recherche, recherché dans le guide Scrum, le mot-clé environnement, et je l'ai trouvé 5 fois. Seulement, quand on lit en détail, l'environnement, c'est considéré comme l'environnement de travail. C'est pas considéré comme l'environnement auquel moi je l'entends. Donc j'ai poussé un peu l'investigation et je me dis, tiens, tu vas lancer une bouteille à la mer auprès de la communauté agile. Donc j'ai lancé ma bouteille à la mer, qu'est-ce que vous en pensez? Doit-on inscrire ces concepts-ci dans le guide Scrum, etc. Donc voici un aperçu des réponses que j'ai eues. J'ai eu un petit groupe de suiveurs en mode « Hey Alice, vachement bien,
Je serais ravie d'améliorer ce qui se passe dans le monde, c'est cool, on te suit. Il y a eu une majorité silencieuse, auquel je me suis dit, bah, qu'est-ce qui se passe? Ils ne sont pas concernés. C'est quoi? C'est une stratégie d'évitement? Je ne sais pas. J'ai eu des réponses type, il n'y a pas besoin de changement. Avec le guide Scrum, il est tel qu'il est. Il est centré sur Scrum, et c'est très bien ainsi. Et puis pour le reste, libre à chacun d'utiliser pour faire avancer sa mission, ses visions, quelles qu'elles soient. Donc je me suis dit, c'est quoi? Est-ce que c'est une volonté de maintenir le statu quo? J'ai aussi la pensée provocatrice. Oui, pourquoi ne pas ajouter les enfants affamés, la paix dans le monde, l'égalité des chances, la diversité? Est-ce que l'éthique a besoin d'être dictée? Ce qui renvoie vers le questionnement, qui dicte la norme? J'ai eu également le motif de l'inclusivité exclusive. Avec est-il inclusif d'inclure une déclaration d'éthique qui va condamner les utilisateurs de Scrum chez BP, Shell, Volkswagen et un certain grand nombre d'autres. À cela, moi j'ai envie de dire, est-ce qu'on peut laisser ces organisations condamner notre futur? Point d'interrogation. J'ai eu également le levier sur le self-management. Devrions-nous plutôt faire confiance aux utilisateurs de Scrum dans le professionnalisme, en veillant à ce que le cadre il soit accessible, sans jugement, en faisant confiance à l'empirisme, pour que chacun se pose les bonnes questions? À ça, je me suis demandé, est-ce que ça a marché? Est-ce que c'est connecté avec on ne fait rien de manière active? Je ne sais pas. Et puis, j'ai eu la dernière, et non la moindre, qui me disait, il y a certains membres de notre communauté qui n'y croient pas. Alors à mon sens, et j'assume mes propos qui sont en bleu, selon moi, l'écologie, c'est pas une croyance, c'est pas une religion, c'est pas une idéologie politique, mais à mon sens, c'est un constat de réalité. Donc tout ça, je pense que j'y vois une connexion avec la courbe de changement et les états du stress. Vous savez, quand on pousse un changement, quand on secoue un petit peu du cocotier, il y a des coconuts qui tombent, et le cerveau, il se met en défense, avec en premier élément le déni. Jusque-là, tout va bien, changeons rien. Le second élément, c'est la lutte. Ouais, mais pourquoi pas l'inclusion exclusive, la fin dans le monde et tout ça. Le troisième élément, c'est l'inhibition. C'est-à-dire on se planque, on fait rien, en espérant que les choses continuent ainsi, et c'est très bien comme ça, qui peut peut-être être lié à une certaine résignation. Donc la résignation, c'est qu'est-ce qu'on fait quand on est tout petit, quand on se sent impuissant? Donc tout ça me fait penser un petit peu, me ramène au triangle de l'inaction. Donc le triangle de l'inaction, c'est une partie de ping-pong où il y a chacun des sommets du triangle, qui se renvoie à la question sur la déresponsabilisation. Voilà, c'est pas ma faute, c'est la faute à l'autre. Donc dans notre histoire, en fait, on a 3 camps. On a le camp des politiques, où on a Make Our Planet Great Again, qui se traduit en français par ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Ou par, il y a GG qui va me cueillir à la sortie. Ou par, moi la bagnole je l'adore, donc c'est pas trop aidant. On a les entreprises qui partent du postulat que si je fabrique des produits, que mes consommateurs l'achètent et que l'État ne me contraint pas, je peux continuer, sachant qu'on a un État qui demande beaucoup, sans contrepartie et sans pression normative. Et puis le dernier élément, c'est les individus. C'est toi, moi, qui regardons faire et qui se sentons un petit peu impuissants. Alors, il y a une citation du Dalai Lama qui dit si tu as l'impression que tu es trop petit pour faire changer le monde, essaye de dormir avec un moustique et tu verras lequel des deux empêche l'autre de dormir. Donc, j'aurais envie de te dire, cher agiliste, prends ta part, fais ton job, parce qu'il n'y a personne qui le fera à ta place. Voilà. Alors, pourquoi, j'aurais tendance à dire, pourquoi être égoïste? Moi, dans cette histoire, j'ai envie d'être égoïste en disant, ok, c'est notre mission, c'est pas notre mission. Moi, ma vision des choses, c'est que le monde qu'on nous promet, il n'est pas super joyeux. Je lisais ce matin dans le train, en venant à l'article de Libération, ça ne nous promet pas franchement une fin super heureuse.
Donc la question que je me pose en tant qu'égoïste, c'est est-ce que c'est ce monde dont j'ai envie? Si certains parmi vous ont fait des fresques du climat, les 4 dernières cartes de la fresque, c'est pas franchement des cartes qui font rêver. Donc il y a la question des générations futures. Qu'est-ce qu'on leur dira? Et les générations futures, elles arrivent bientôt, hein. Elles sont là dans 10, 20 ou 30 ans. Et puis j'aurais tendance à vous dire, soyons égoïstes, parce qu'il n'y a plus d'agilité sur une planète brûlée. J'imagine que si vous êtes tous là, c'est qu'il y a une certaine affection pour les pratiques agiles et pour les confs agiles, et que malheureusement, dans un système poussé au stress, l'agilité deviendra peut-être une des dernières priorités de l'histoire. Donc des solutions, elles existent. Et puis toi, moi, nous, agilistes du monde entier, on n'est pas résignés. On est nombreux et on a le pouvoir d'agir. Donc à nous, maintenant, de s'en servir. Et là, tu vas me dire, ok, mais comment? Donc je t'invite, hein, puisqu'on est un peu en phase post-digestion, à te lever, hop, à te mettre en mouvement, à regarder quelqu'un, par exemple sur ta droite. Ah, tu trouves un binôme, hein. Tu trouves quelqu'un, tu trouves un être humain. Et je vais te faire voyager. Je vais te faire voyager dans ma super capsule spatio-temporelle. Et je t'invite à te projeter en 2070. 2070. T'auras quel âge? Tiens, calcule, t'auras quel âge en 2070? Et tu vas réfléchir. T'imagines que tu croises un humain. Tu croises le premier humain qui arrive. Tu prends une poignée de secondes pour réfléchir. On est en 2070. T'as envie de lui dire quoi, cet humain? Et tu peux le partager à ton voisin. T'as envie de mourir? Ok. Allez, je reprends la main. Il y en a un ou deux qui ont envie de partager un truc, là, qu'il a envie de dire à l'humain des années 2070. Qu'est-ce que tu as envie de lui dire? Bon courage. Alors, ce qui est important, là, on s'est projeté à 2070, c'est d'avoir une vision. Et une vision sur du long terme. Donc nous, Agilis, ça tombe bien, on sait quand même vachement bien faire ce genre de truc. Donc la vision qu'on pourrait se donner, c'est par exemple d'avoir un monde habitable aux horizons 2070 et plus. Et le problème qu'on aurait à résoudre tous ensemble, c'est d'essayer par exemple d'inverser la courbe d'émissions de gaz à effet de serre avec quelques métriques. Des métriques, ça tombe bien, elles nous sont proposées par les accords de Paris. Elles sont les suivantes: de réduire de 20% les gaz à émissions de serre à horizon 2020, de les réduire de 40% à horizon 2030, en ayant pour référence les années 1990. Donc ça, c'est nos métriques de succès. Donc ça demande un petit peu de revoir notre système normatif, hein, notre vision du monde, c'est-à-dire que jusqu'alors, on avait un peu un système économique qui a été biaisé par une croyance d'une croissance infinie, d'une recherche d'efficacité, de vitesse, avec de la business value, hein, on aime bien ce mot, la business value associée à une société de consommation. Des cycles de vie très courts en matériel, logiciel, hein, des applis, des produits construits pour ne pas durer. De l'obsolescence programmée liée à une société d'abondance, hein, quand il n'y en a plus, il y en a encore, c'est cassé, je rachète, je renouvelle. Une performance maximisée, très liée avec le court terme, et puis du gâchis, du gaspillage à volonté, hein. Parmi vous, il y a peut-être des devs, mais on sait qu'on aime bien faire tourner les environnements de test, faire des backups à fond les ballons, sauvegarder plein de fichiers, il n'y a pas que les devs, hein. Nous les premiers, moi la première, quand je vous dis je suis un colibri dissonant. Et l'idée, c'est d'aller vers un nouveau modèle avec plus d'impact écologique, de durabilité,
pour répondre aux besoins de tous. Une culture technologique durable, avec du matériel circulaire, par exemple, du zéro déchet, qui va s'inscrire, lui, sur du long terme. Donc, en farfouillant un petit peu, j'ai trouvé ce manifeste qui me paraissait super intéressant. C'est le Agile Sustainability Manifesto. Alors, je l'ai traduit, enfin, j'ai demandé à un petit traducteur de le traduire pour moi. Mais en fait, qu'est-ce qu'il nous dit? Je le trouve assez sympa parce qu'il dit les personnes et la planète avant le profit. On donne la prio au bien-être des lieux, aux écosystèmes, aux personnes, plutôt que gains financiers à court terme. On s'adapte plutôt qu'on est rigide. On considère le changement comme une opportunité, la résilience, la durabilité. On s'adapte aux conditions changeantes et notamment au changement climatique. L'abondance plus que la pénurie, la rareté. On reconnaît les défis mondiaux auxquels on doit se faire face. On collabore tous ensemble pour mettre en place des pratiques durables. Et la valeur plus que la consommation, où on s'efforce de réduire sa conso d'énergie, de matériaux, etc., avec le courage de donner à la valeur, de plaider en faveur d'une utilisation responsable des ressources et d'une consommation réfléchie sur une planète finie. Donc je trouve que ce manifeste, il est assez sympa et il me plaît assez bien, parce qu'il utilise des mots à son sens qui ont pleinement de la valeur. Vous connaissez peut-être aussi l'agile radical. Donc l'agile radical, pareil, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit qu'on favorise l'auto-organisation, la valeur sociale du produit ou du service. On prend en compte l'impact sur le vivant. Et puis au-delà de s'adapter au changement qui est subi, on veut devenir, nous, le changement désiré. Donc tout ça m'a amené à la question principale, qu'est-ce que c'est que la valeur? Puisqu'en tant qu'agiliste, nous, ce qu'on aime bien, c'est délivrer de la valeur. La définition première de la valeur, c'est un idéal à atteindre, quelque chose à défendre. Malheureusement, j'aurais tendance à dire que c'est connoté sémantiquement par business value. Je suis allée sur le site scrum.org, j'ai fait une petite recherche de value, et les 10 premières pages sont pleinement connotées business value. C'est parfois récupéré par des concepts de greenwashing. Donc, à mon sens, ce serait intéressant, j'ai utilisé Agile Radical comme référence, mais de compléter la valeur au sens économique, valeur d'usage, valeur d'apprentissage, par un 4e élément qui est celui de valeur sociale et écologique. Donc, on en arrive à Scrum et en quoi Scrum peut être au service de la résilience et de l'adaptation. Donc, si on fait une petite inspection des données, le postulat, c'est que Scrum est Scrum depuis les années 90, non parti pris. Le deuxième postulat, c'est que parmi les 9 limites planétaires, il y en a 6 qui sont tombées comme des petits dominos. Les limites planétaires, c'est quoi? C'est des seuils à l'échelle mondiale à ne pas dépasser pour que l'humanité puisse vivre dans un écosystème sûr, c'est-à-dire en évitant des modifications brutales, voire catastrophiques, difficilement prévisibles de l'environnement. Les limites planétaires sont définies par 26 chercheurs et elles ont été posées, le cadre a été posé en 2009. Donc tout ça, ça me fait penser un petit peu ce concept à la matrice Cynefin de Dave Snowden, qui nous dit que Scrum, ça marche vachement bien dans des mondes complexes, mais quand ça devient le chaos, ça ne marche plus du tout. Donc là, les 9 limites planétaires, ce qu'elles nous disent, c'est qu'il y en a 6 qui sont dépassées, dont le climat, là, hop, qui est en haut, hop, 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 et qu'il faut essayer quand même de s'adapter, au vu de l'inspection qu'on vient de faire. Donc, je me dis, tiens, ça tombe bien, il y a un petit peu des valeurs qui peuvent être mises à notre service, à savoir le focus. Le focus sur réduire les gaz à effet de serre. L'ouverture, on a parlé de normativité, changement un petit peu de pivot de notre conception du monde. Le respect des hommes et de l'environnement, ça serait bien de le mettre à la table comme les autres. Le courage, parce qu'il en faut énormément pour faire face à l'inertie, au déni, à l'éco-anxiété parfois, et puis s'engager sur des désaccords. Et l'engagement pour atteindre cet objectif et se soutenir mutuellement. Donc à ce jour, le constat, au vu de ces données, c'est qu'il n'est pas possible d'éviter complètement les changements climatiques, mais que l'on doit s'adapter et qu'il y a des solutions. Donc mes actions,
en tant qu'agiliste, c'est d'adopter cet état d'esprit lean agile. Le lean agile, un petit peu dans les sens less is more, avec deux citations. Une qui est empreinte au monde du zéro déchet, que j'aime bien. C'est le meilleur déchet, c'est celui qu'on ne produit pas. Et la deuxième citation, c'est une citation Yagni du monde de XP Extreme Programming, You're not gonna need it. Donc, est-ce que tu en as vraiment besoin? Et si oui, à quel prix pour l'environnement? C'est ce que j'essaye de dire à mes enfants qui sont préados. Je vous garantis que ça ne passe pas toujours super bien. Le deuxième élément, c'est la triade du GIEC. À mon sens, à connaître par cœur, à placarder de partout, c'est éviter, substituer, améliorer. À balancer sur toutes les questions. Cet objectif produit, cet objectif de sprint, cette fonctionnalité, est-ce que c'est un problème pour rendre la transition écologique plus difficile? Se questionner sur les impacts positifs et négatifs, ça c'est des questions qu'on a l'habitude de se poser. Qu'est-ce qu'on va gagner à le faire et qu'est-ce qu'on va gagner à ne pas le faire? Et la dernière question, je trouve que c'est une question très pertinente, c'est si vous constatez que ça bourre pour une fonctionnalité ou quelque chose qui dessert le collectif et qui est écocide, c'est une question que je pose qui me fait marrer, c'est à qui profite le crime? C'est une question qui est aussi d'actualité, malheureusement. Donc, mon rôle, ma responsabilité en tant que product owner. Eh bien, je vais exprimer, je vais promouvoir une vision durable, je vais intégrer le concept de valeur associé à l'environnement pour toutes mes activités de management de product backlog, de product goal, de priorisation, de décision. Et je vais aussi considérer l'environnement comme une partie prenante, avec ses personas, ses besoins, etc. Mon rôle en tant que Scrum Master, ça va être de coacher, de faciliter les interactions de manière inclusive et aussi respectueuse de l'environnement. Je vais faire grandir une culture de la durabilité. Je vais promouvoir une ambition, une vision et des pratiques qui sont écologiques dans le respect de tout un chacun. Et puis j'inclus tout ce qui est durabilité dans mes événements Scrum. Mon rôle, ma responsabilité, si je suis développeur, eh bien, je suis autogéré pour faire des produits durables avec des outils, des pratiques vertes. Je vais construire, je vais partager, je vais développer mes connaissances dans le domaine du Green IT et puis des produits également au service du long terme. Mon rôle, ma responsabilité, si je suis partie prenante, c'est d'avoir une vision, une ambition qui est durable sur du long terme, fournir des métriques qui sont alignées avec cette durabilité et puis utiliser également des pratiques de management qui sont diverses. Donc vous voyez, les propositions, elles sont quand même assez abstraites, tout comme le cadre Scrum qui nous dit derrière, tu as ton éthique, ta déonto, et à toi de porter les lunettes que tu veux pour les remplir avec les bons mots. Donc si je continue mon petit cheminement, je suis arrivée sur, début du mois d'octobre, il y a Mr. Ken Schwaber qui pose un article sur son blog, parce qu'il y avait la question qui se posait à quand sort la nouvelle version du Guide Scrum. Et il dit, tiens, si tu penses qu'il y a quelque chose qui devrait être corrigé, ajouté, supprimé, modifié, confus ou autre, n'hésite pas à me le faire savoir. Donc, petit colibri, je compte sur toi. Si tu penses que la normativité est à revoir, le concept de value est à rediscuter, si tu penses aussi que la reconnaissance de la dette environnementale est une dette à reconnaître au même titre que la dette technique, parce qu'encore une fois, on peut parler de dette tech, ça fait sourciller personne. Quand on parle de dette environnementale, tout de suite, on se fait passer pour un extrémiste terroriste. Donc, soyons honnêtes, c'est une dette comme une autre, comme la dette émotionnelle, et à un moment donné, il faut la regarder et l'adresser. Et puis, le GIEC a pensé à tout, parce qu'effectivement, ça peut être un peu anxiogène. Et à la réponse, est-ce que faire baisser la demande est compatible avec le bien-être? Le GIEC nous dit que oui, c'est compatible. On n'est pas des Amish, rassurez-vous. Il faut débunker un peu le mythe de la croissance infinie sur une planète finie. Il y a une remise en question de nos modes de vie qui est à faire, mais pour construire d'autres imaginaires qui seront peut-être plus inclusifs, plus humains. Le GIEC nous dit également une chose qui est vachement bien. Il nous dit que sobriété est alignée avec la santé.
c'est-à-dire que ce qui est bon pour la planète, c'est aussi bon pour nos petits organismes. Donc c'est vachement bien, c'est bon pour notre bien-être. Et on sait également que si on n'agit pas, ça coûtera beaucoup plus cher que de ne rien faire. Non, si on agit, ça coûtera quoi qu'il arrive moins cher que de laisser le business as usual. Voilà, donc on a un monde à refaire, toi, moi, nous tous, ensemble, pour travailler moins, mais vivre mieux, construire un autre modèle économique, social, environnemental qui soit durable, et puis transformer ton organisation, mon organisation, notre organisation, pour qu'elle devienne compatible avec les enjeux écologiques, de justesse sociale, et puis pour créer du bien commun. Alors je vais te raconter, parce qu'à mes yeux, l'inclusion et la diversité est intéressante, je vais te raconter une petite histoire. C'est l'histoire de Harry. C'est le petit oiseau qui a la tête en bas dans l'équipe. Il est pendu sur son fil, mais lui, il a la tête en bas. Et puis les autres, ils le prennent un petit peu pour un fou, cet Harry, là. Ils le regardent bizarrement. Il y en a certains qui lui tournent le dos, il y en a d'autres qui l'ignorent. Et Harry, c'est un petit peu ce gars que tu as dans ton équipe, qui voit le monde différemment, qui pense différemment, qui pose des questions que personne ne se posait jusque-là. Et puis il y a deux oiseaux, là, sur la branche, sur le fil. Ils regardent Harry, ils sont un petit peu curieux. Hein. Puis vous devinez bien que ces deux-là, c'est curieux, ça va devenir les early adopters, et que dans pas longtemps, ils vont eux aussi se retrouver la tête en bas pour voir le monde différemment. Donc je t'invite, cher agiliste, à être cet Harry, cette nouvelle perspective avec un effet et un pouvoir positif sur ton équipe et à inviter à ouvrir les yeux sur un nouveau monde. Donc, à la question qui se pose, comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on initie cette métamorphose? Tout simplement en démarrant une conversation. C'est ce qu'on sait bien faire, hein. Vous en avez fait la preuve tout à l'heure, en l'espace de 2 minutes. Tu n'as pas besoin d'être un expert. Moi, je ne suis pas une experte du GIEC. Hein. J'ai essayé de prendre le micro, j'ai lu un maximum de docs, je te les ai mis en source et en ressources si tu as besoin. Tu es habitant de la Terre, donc tu es donc super légitime pour en parler. Partage tes histoires, tes connaissances, inspire les autres avec ce que tu as fait, tu as vécu. Je suis sûre que tu as plein de beaux sujets à raconter. Et puis, je te propose de créer ensemble, toi, moi, nous tous ensemble, une Scrum Team qui va considérer Scrum comme un levier de résistance, de résilience. Oula. Là, il y a GG qui va me cueillir. Car ne l'oublions pas, plus d'agilité sur une planète brûlée. Et si jamais je ne vous ai pas embarqué, gardez en tête que sur cette terre, c'est le seul endroit où on trouve du vin et des cannelés. Donc, il y a un truc à préserver. Voilà, merci. Un big au pas pour ceux qui vont prendre le relais. Anne-Laure, Arnaud, Sam Frantz, Guillaume, Thomas, Farouk, Mathieu, Anaïs, Xavier et Benoît qui vont continuer à vous parler de résilience et d'agilité.